À quel moment y songea-t-il? C'est l'une des principales énigmes de sa vie. Mais, dans le parallèle souvent moqué de Chateaubriand et de Napoléon, pour reprendre la formule de Julien Gracq, tout indique qu'il s'inspira du reclus de Sainte-Hélène. Imaginez, un îlot pareil à celui où reposait l'ancien maître du monde. Car il n'en fallait pas moins pour illustrer cette autre évidence soulignée encore par Julien Gracq, l'isolement éclatant, immédiat, dans la supériorité. Seul, oui, Chateaubriand l'était sans conteste, et il entendait le demeurer, les yeux scellés par la mort. Aussi, dès 1823, dans une lettre au comte de Montlosier, évoqua-t-il « 7 ou 8 pieds de terre que je cherche à acheter dans une petite île sur la côte de Bretagne où je voudrais me faire enterrer. » Au terme d'épuisantes tractations, le projet fut agréé. M. Ovius, père de Saint-Malo, lui annonçant le 27 octobre 1831 « Le lieu de repos que vous désirez au bord de la mer, à quelques pas de votre berceau, sera préparé par la piété filiale des Malouins. Une pensée triste se mêle pourtant à ce soin. Ah, puisse le monument rester longtemps vide. » Il resta jusqu'au 19 juillet 1848, date à laquelle Chateaubriand fut solennellement inhumé. Ce qui oblige à rappeler que le tombeau, par extraordinaire, devint un lieu de pèlerinage avant même de recevoir sa dépouille. Parmi les visiteurs, Flaubert ne s'avoua pas le moins ému. « Il dormira là-dessous », écrivait-il, la tête tournée vers la mer, dans ce sépulcre bâti sur un écueil. Son immortalité sera, comme fut sa vie, déserte des autres et tout entourée d'orage.